Nous n'avons pas parlé de programme de stabilisation, nous avons parlé de plan de redressement. Effectivement, il y a un an, ou à peu près un an, que nous trouvons devant une situation monétaire, économique, financière donnée. Le gouvernement a été appelé à prendre un certain nombre de mesures, dont la plus importante était évidemment la dévaluation. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que cette dévaluation a été réussie. Et elle a été réussie dans des conditions particulièrement difficiles, puisqu'elle a été réussie dans un climat international de surchauffe, ou en tout cas d'expansion, alors que chacun sait que ce qui favorise les dévaluations, c'est au contraire un climat de récession. Cette dévaluation a été réussie et nous avons, hier même, achevé de rembourser toutes nos dettes à court terme, que ce soit à l'étranger, sous la forme de swap ou autre, que ce soit vis-à-vis des banques françaises. Et nous allons même annoncer que nous renonçons à imposer aux banques françaises le dépôt de leurs devises au Fonds de stabilisation des changes. À l'heure actuelle, la France n'a plus de dette, à l'exception des 985 millions de dollars qu'elle a empruntés, comme c'est son droit, son quota, au Fonds monétaire international. Notre situation est donc tout à fait satisfaisante. Le franc n'est nullement discuté sur les places étrangères. Néanmoins, nous ne croyons pas que le moment soit encore venu de supprimer le contrôle des changes. Nous ne le croyons pas parce que l'expérience nous a prouvé qu'à le supprimer trop tôt, on risquait d'être amené à le rétablir, qu'il n'y avait rien de plus fâcheux. Et aussi parce que la situation monétaire internationale ne nous donne pas toute garantie à ce sujet. Mais j'espère que dans les prochains mois, il nous sera permis de franchir de nouvelles étapes et finalement d'abolir complètement le contrôle des changes. Je l'espère et je dirais même, je le crois. Le grand dessein des agriculteurs, c'est de nous donner une agriculture puissante et prospère. Ils l'ont entrepris, grâce au ciel. Ils ont toujours eu mon soutien et ils l'auront toujours. Et, dussé-je être le seul, même à l'échelle européenne, je soutiendrai que l'agriculture est pour la France une richesse fondamentale. De même que je soutiendrai que l'exploitation familiale doit rester la base de notre agriculture dans la plus grande partie de notre territoire. Voilà ma conviction et par conséquent, j'espère que vous aurez satisfaction et que l'opinion des agriculteurs sera rassurée, au moins en ce qui concerne la pensée du chef de l'État. Monsieur. Roland Faure-Lorard. Monsieur le Président, vous avez à plusieurs reprises exprimé votre sollicitude à l'égard des rapatriés d'Algérie. Or, le Parlement vient de voter une loi d'indemnisation qui ne semble pas satisfaire les intéressés. Pourrais-je vous demander, Monsieur le Président, ce que vous pensez de cette loi? Monsieur, je n'ai jamais vu une loi qui satisfasse les intéressés. Lorsque je me suis présenté au suffrage du peuple français, j'ai de moi-même soulevé ce problème des rapatriés. J'ai d'ailleurs rencontré un certain nombre de leurs représentants et j'ai écrit, je crois, je leur ai écrit que mon intention était de faire voter une loi qui prévoirait un mécanisme d'indemnisation qui devrait s'adresser par priorité aux plus humbles, aux plus pauvres, aux plus modestes. Et j'indiquais qu'il me paraissait possible que la collectivité nationale consentit pour cette indemnisation un sacrifice annuel de 500 millions. 500 millions, c'est-à-dire, bien entendu, 50 milliards d'anciens francs. C'est exactement ce qui se trouve dans cette loi. Je ne prétends pas que ce soit parfait, mais je crois que cela représente déjà un assez gros effort de solidarité
national en faveur d'une catégorie de Français qui a souffert dans sa chair et dans son sang, qui méritait cet effort, mais qui ne peut pas espérer l'impossible. 50 milliards par an pendant peut-être 15 ans, peut-être plus, d'ores et déjà, c'est un engagement de l'ordre de 750 milliards d'anciens francs en faveur des rapatriés d'Algérie. Eh bien, messieurs, une dernière question dans ce domaine et nous passerons à la politique. Dumortier, Nord-Éclair. Ma question précisément empiète peut-être sur la seconde partie. Vous avez évoqué à Strasbourg, Monsieur le Président, le problème de la déconcentration, du rôle des assemblées municipales ou départementales et de la réforme des finances locales. Vous n'avez pas parlé de la réforme des régions, du problème des assemblées élues au suffrage universel. Est-ce que cela veut dire que la réforme communale est devenue un préalable de la réforme régionale? C'est en effet un peu une transition. La France est un vieux pays. Et je crois que quand on veut le réformer, il faut d'abord partir des réalités de ce qui existe. Je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui est le plus désagréable, ou ressenti comme le plus désagréable, à l'échelon local et régional, c'est une certaine emprise administrative qui fait que toutes les décisions remontent à Paris, que tout le monde est soumis à une tutelle qu'il juge insupportable et à des contrôles a priori qu'il trouve paralysants. C'est pourquoi je considère qu'en dehors du problème de la régionalisation, dont, comme pour tous les mots en sion, je voudrais savoir exactement ce qu'on met dedans. En dehors de ce problème, il y a des réformes qui s'imposent. Si je prends les villes, les communes, elles sont soumises à une tutelle extrêmement étroite. Elles sont soumises à un contrôle financier a priori qui retarde toute décision, toute entreprise, et souvent finit par l'interdire. Je pense donc qu'il convient d'abord de revoir ce problème de la tutelle et du contrôle. Je pense donc qu'il convient d'abord de répartir mieux les charges et par conséquent les ressources entre l'État et les communes, et qu'il y a une réforme des finances locales qui s'impose. Je pense aussi d'ailleurs que des problèmes du même ordre se trouvent à l'échelle du département, et qu'en bien des cas, le préfet comme représentant de l'administration et le Conseil général comme représentant de la population seraient en mesure, l'un avec l'autre, de prendre de très nombreuses décisions dans un grand nombre de domaines, alors qu'à l'heure actuelle, là aussi, ils sont soumis à l'intervention des bureaux parisiens. Libérer nos villes, nos départements, nos régions aussi, de tout ce qu'il y a d'excessif dans cette tutelle, de tout ce qu'il y a d'écrasant dans cette emprise administrative, voilà la tâche la plus importante à mes yeux à l'heure actuelle. Je sais d'ailleurs que le Premier ministre a fait entreprendre des études dans tous ces domaines, mais je sais aussi, et je le lui dis, que l'heure des études doit maintenant céder la place à l'heure de l'action. Il faut que l'État se réforme lui-même. Il faut que nous nous dégagions d'une emprise administrative qui est devenue écrasante au fur et à mesure que les responsabilités de l'État se sont étendues, et il faut que nous créions véritablement
l'habitude de la démocratie locale. Voilà, à mes yeux, ce qu'il y a de plus important pour l'année ou les 2 années qui viennent, et ce que nous entreprendrons, je l'espère, dès la rentrée. Je ne suis pas tout à fait sûr que votre question soit très convenable. Je ne suis pas tout à fait sûr, d'autre part, de pouvoir y donner une réponse. Car là aussi, je suis pris entre la continuité et l'ouverture. La continuité, ça serait de garder le même Premier ministre pendant 6 ans et demi, comme l'a fait le général de Gaulle en ce qui me concerne. L'ouverture, ça serait, comme certains le souhaitent, d'en changer tous les 6 mois, de façon à nous redonner cette vie politique active, comme on dit, n'est-ce pas, qui faisait la joie des commentateurs. Je tâcherai de trouver un moyen terme. On cherche où il pourrait y avoir motif de crise. Ça peut se trouver à l'intérieur de la majorité, où il y a toujours des divergences, dans toutes les majorités, et surtout quand elles sont nombreuses. Ça peut se trouver entre le chef de l'État et son Premier ministre. Eh bien, rassurez-vous, il n'y a pas de risque de crise entre le chef de l'État et son Premier ministre. Et quant à la majorité, dans la mesure même où elle est très nombreuse, comment n'y aurait-il pas divergence d'opinion, d'autant plus qu'elle s'exprime avec la plus entière liberté, puisque ça n'a pas de conséquences. Mais, croyez-le bien, s'il y avait péril, eh bien, cette majorité se ressoudrait, j'en suis convaincu. Contrairement à ce que vous croyez, je suis très loin d'être le premier téléspectateur de France. D'abord parce que mes horaires de travail me permettent très difficilement de regarder la télévision, et puis d'une façon générale, et cela depuis bien des années, je tiens à ménager mon équilibre nerveux. Néanmoins, je m'intéresse à la télévision, croyez-le bien. Et depuis que je m'y intéresse, je n'entends parler que d'incidents. Rien ne va jamais à la télévision. Il y avait un ministre de l'Information, on disait que c'était un dictateur et qu'il imposait aux journalistes de la télévision des règles et une tutelle inadmissibles. Le Premier ministre a jugé utile de supprimer ce ministre de l'Information. Il paraît, si je vous crois, que c'est pareil. Faut-il en conclure, n'est-ce pas, que l'autogestion est aussi néfaste et aussi dictatoriale que la gestion ministérielle. En tout cas, nous n'avons jamais trouvé en France parfaitement l'équilibre de notre information. C'est peut-être dû au gouvernement, c'est peut-être dû aussi aux journalistes. Pour moi, je vous dirais que je considère que l'information, sous toutes ses formes, à l'ORTF, doit être libre, doit être indépendante, doit être impartiale. Et je compte d'ailleurs que le rapport que M. Paille a déposé au nom de sa commission nous permettra de trouver des formules, sinon idéales, tout au moins meilleures peut-être que celles que nous avons eues jusqu'ici. Mais j'ajoute autre chose, à l'usage en particulier de ceux qui sont ici et qui travaillent à l'ORTF. Être journaliste à l'ORTF, ça n'est pas la même chose que d'être journaliste ailleurs. L'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France. C'est considéré comme tel à l'étranger. Et c'est considéré comme tel par le public, qui, quand on lui dit quelque chose, quand on lui fait remarquer quelque chose, répond « Mais c'est pas vrai, ils l'ont dit à la télé. Ils l'ont dit à la télé. » Et par conséquent, ceux qui parlent à la télévision ou à France Inter, ils parlent un peu au nom de la France. Et il y a une certaine hauteur de ton qui est la chose que, pour ma part, je leur demande. Et ceux qui m'ont suivi
depuis que je suis au gouvernement, se rappelleront que dès 1962, je crois, j'ai réuni les journalistes et les représentants de l'ORTF et que je leur ai dit exactement la même chose. Je ne vous demande pas de faire l'éloge du gouvernement. Je ne vous demande pas de faire parler à tout propos les ministres. Il n'y a d'ailleurs, je le sais bien, rien de plus ennuyeux pour les téléspectateurs. Ce que je vous demande, c'est de vous rappeler que quand vous parlez, vous ne parlez pas qu'en votre nom, et que vous le vouliez ou non, vous engagez la France, et qu'il y a une certaine hauteur de ton et de pensée qui vous est réclamée. C'est très difficile, c'est plus difficile que d'être ailleurs. Je le reconnais.